Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 5e étape du Tour de France. Et aujourd'hui on va voir le parcours, bien entendu comme d'habitude, toujours la partie un petit peu touristique. On parlera également d'un ancien vainqueur du Tour de France qui est de la région, mes favoris comme d'habitude avec la stratégie du jour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris pour cette étape, votre grosse cote. Les shorts TikTok juste après l'arrivée de l'étape aux alentours de 17h, 17h30, comme d'habitude, comme tous les soirs. Et puis, si vous avez des moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Je remercie également les nouveaux abonnés. Puis, je remercie les gens qui permettent aux vidéos d'avoir un peu plus de visibilité. Pour ça, eh bien, rien de plus simple, vous pouvez cliquer le plus rapidement possible sur les miniatures et sur les notifications. Et donc, pour avoir des notifications, c'est très simple, il faut activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, parce que dès qu'il y a une vidéo qui sort, bam, ça vous met une petite alerte au niveau de la cloche sur l'écran YouTube. Allez, étape numéro 5, présentation. Eh bien, fin de ce début de tour qui était compliqué, avec 3 étapes difficiles sur les 4 premières. Là, on va rentrer, j'ai envie de dire, jusqu'à dimanche sur des journées un petit peu plus calmes, marquées quand même par le contre-la-montre vendredi. Voilà, dimanche, il y aura la journée des chemins blancs qui devrait être spectaculaire et avec beaucoup de rebondissements. Fin donc avec 2 étapes, avec une journée réservée aujourd'hui pour les sprinteurs, en malgré 2 difficultés, dont la dernière qui sera à 35 km de l'arrivée. C'est trop plat pour vraiment créer des différences pour un puncher. Par contre, certains sprinteurs devront faire attention, même si je pense que normalement tout le monde devrait réussir à passer la dernière bosse qui est sur du 4,5, 5% de moyenne. Je ne pense donc pas que certaines équipes s'en servent pour éliminer des adversaires, mais on ne sait jamais. Sur le Tour de France, on peut toujours avoir des surprises, donc on devrait avoir un sprint massif du côté de cette journée, et surtout, est-ce qu'on aura des coureurs en échappée? Ça, c'est la grande question, parce que sur la première étape de Turin, eh bien, ce n'était pas le cas. Pas grand chose d'autre à dire sur cette journée, à part qu'on voit très clairement que l'objectif de Christian Prudhomme, ça a été de contourner les grandes chaînes de montagnes de Savoie ou de l'Ain et de passer à travers. Donc on a vraiment tout fait pour contourner les sections les plus difficiles. Le dénivelé positif de cette journée, 1124 mètres, c'est la 17e étape dans ce classement. Et du côté du classement de la montagne, il y aura seulement 2 points à aller récupérer qui se situent dans la 2e moitié de la journée. Donc vraiment, ça ne va pas donner envie aux baroudeurs de partir en échappée. La carotte est quand même très faible. Allez, on regarde tout de suite la présentation du parcours. Le programme de cette étape numéro 5, c'est bien moins difficile qu'hier. On n'est pas du niveau du Galibier sur cette journée, avec 2 côtes de 4e catégorie dans cette traversée. On va contourner, on va dire, les grandes difficultés des Alpes sur cette journée pour ne les retrouver que dans une quinzaine de jours. Voilà, c'est-à-dire que là, on contourne sur cette étape-là, on le voit assez bien sur la carte même. On contourne Albertville, par exemple. On contourne, on va dire, les grandes difficultés des Alpes pour passer plutôt à travers les vallées. Là, c'est quand même assez significatif la manière dont on traverse ici. Et puis pour ressortir dans l'Ain, avant l'étape de demain, qui sera aussi une étape assez plate. Donc on part de Saint-Jean-de-Maurienne pour aller à Saint-Vulbas. Début de journée où vous voyez, on va passer par Aiguebelle, Montmélian, Chambéry, notamment au kilomètre 68,5. Et puis il y aura une côte qui n'est pas au classement de la montagne, le col de Couze, 12 km 900 à 2,7% de moyenne, avant de redescendre et de prendre les 2 difficultés du jour. La première, la côte du Cheval Blanc, 1 km 500 à 4,7%.
au kilomètre 104,5. Donc vous voyez, pas une côte très complexe, même pas de passage supérieur à 6%. On passe à Aoste, la version française, pas la version italienne avec son jambon, pour aller du côté de la côte de Lewis. Je pense que ça se prononce de cette manière-là, 3 km à 4,9 de moyenne au kilomètre 143, c'est-à-dire à 35 km de l'arrivée pour cette deuxième difficulté, pas bien plus compliquée que la première, hein. Un petit peu plus longue, mais pas plus compliquée, avant d'arriver dans le final vers Saint-Vulbas. Du côté des routes de cette étape, on part sur des très belles routes très larges, hein, sur le début de journée, avec du faux plat descendant, ce qui fait qu'on pourrait peut-être avoir du mal à avoir l'échappée. On est sur des routes larges type national. Voilà, c'est ce que j'ai noté. Même la traversée de Chambéry ne devrait pas poser de problème. En fait, la seule route plus étroite, c'est pour prendre la deuxième côte du jour. Et ensuite, on reste sur des deux voies. Puis attention, à 16 km de l'arrivée à Saint-Brénaz, il y aura la traversée d'un rond-point un petit peu technique. Donc ça sera à 16 km de l'arrivée. Donc on sera quand même encore dans le début de l'emballage final, et puis ensuite dans le final de cette étape, eh bien, il y aura deux ronds-points à prendre entre 3 et 2 km de l'arrivée, c'est-à-dire ici, tout simplement, le premier et le deuxième est un petit peu plus resserré, et là vous voyez très bien, il faudra prendre en fait à chaque fois la première sortie sur la droite du côté des ronds-points. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également en difficulté? Donc à 1,2 km, on aura encore un rond-point que moi j'avais noté, où on va tout droit, donc il est à peu près ici. Là il n'est pas marqué, donc c'est je pense un rond-point sur lequel on doit pouvoir rouler dessus. Parfois on va dire on enlève certains ronds-points, on enlève certains panneaux, donc c'est peut-être un rond-point de ce type-là. Je croyais que pourtant c'était un rond-point plus grand, me semble-t-il, mais il est peut-être bloqué d'un côté, peut-être pour ça qu'il n'est pas indiqué. Et puis à 250 mètres, eh bien, une courbe à 120 degrés vers la droite, hein, ici, à 250-300 mètres de l'arrivée, vous avez cette courbe, et c'est seulement là où on verra la ligne d'arrivée, et où on la verra très tardivement, hein, cette ligne d'arrivée du côté du parcours. On regarde un petit peu le tourisme du côté de cette étape, hein, comme tous les jours désormais. On commence avec la ville de départ. La ville de départ, c'est Saint-Jean-de-Maurienne. En fait, Saint-Jean-de-Maurienne, c'est pas très loin, c'est dans une région de coutellerie, c'est pas très loin d'Opinel. Donc on fabrique, bien entendu, des couteaux à Saint-Jean-de-Maurienne. Il y a même un rond-point à Saint-Jean-de-Maurienne. Vous pouvez voir un couteau qui est en train de se déplier. Donc voilà, c'est un peu la spécialité de la région. Vous avez dans cette ville de Saint-Jean-de-Maurienne la cathédrale, Saint-Jean-Baptiste, que vous voyez ici, cette cathédrale Saint-Jean-Baptiste, qui est une cathédrale qui date du 6e siècle. Ça commence par une légende, l'histoire de cette cathédrale, celle de Sainte Thècle, qui rapporta 3 phalanges de Saint Jean-Baptiste depuis l'Égypte au 6e siècle, et autour de ces reliques, l'évêché de Maurienne fut créé. Il persista jusqu'en 1966, date à laquelle le diocèse devient un archidiocèse couvrant tout le département. Et donc du côté des Opinales, on est vraiment dans la région des Opinales. Ça a été créé en 1890, que Joseph Opinel, fils de taillandier, mis au point bien ce célèbre couteau qui porte son nom. Et ensuite il s'est installé à Chambéry une fois le succès arrivé en 1915. Aujourd'hui, vous pouvez voir le musée de l'Opinel qui accueille 55 000 visiteurs par an. Voilà, donc c'est assez intéressant. Voilà, ce musée de l'Opinel. Une deuxième
voilà, un deuxième monument également, voilà, du côté de Saint-Jean-de-Maurienne, c'est la tour de la Correrie ou la tour Tabellion, qui se situe également dans cette commune, qui donc est une tour qui date du XIVe siècle, style médiéval, monument historique depuis 2012. C'est une tour de plan rectangulaire et définie comme une maison forte qui représente un jalon important de l'évolution politique de la Savoie médiévale. Là, je vous lis le texte du site du Tour de France, hein, à chaque fois, si vous voulez avoir des informations supplémentaires. Et donc le musée de l'Opinel qui a été entièrement refait en 2013. Et vous pouvez retrouver toute l'histoire de la famille Opinel et du célèbre couteau, et en plus l'entrée est gratuite. Si vous êtes dans la région, profitez-en, parce qu'un musée gratuit, ça n'arrive pas tant que ça, si souvent que ça, il faut en profiter. On continue notre visite un petit peu guidée de la région. Alors il n'y a pas énormément de grandes attractions touristiques, hein. C'est vrai qu'on n'est pas sur la région la plus incroyable sur cette étape, hein, sur la traversée de cette étape, on n'est pas sur l'endroit le plus incroyable de France. Alors on a quand même Chambéry, qui est là, est une ville importante. Chambéry, c'est le fameux château, c'est le fameux château, voilà, de Chambéry, qui est le château des ducs de Savoie. Voilà, c'est pour ça que c'était important. Première édification au XIe siècle, puis modifiée plusieurs fois durant le XIIIe et achevé au XVe siècle. Voilà, donc au départ c'est un style médiéval. Bien entendu, ensuite, ajout de style gothique, parce que ça a évolué dans le temps. Il a subi donc plusieurs incendies, hein, ce château, notamment au XVIIIe siècle, et à partir de 1800, les premiers préfets engagèrent des travaux au moment du rattachement de la Savoie à la France en 1860. Il est concédé gratuitement au département et une grande restauration demandée par l'empereur Napoléon III a été effectuée avec entre autres une nouvelle aile et un escalier monumental pour la tour demi-ronde. Voilà. Et donc c'est aujourd'hui un monument historique depuis 1881 et aujourd'hui il est affecté au service de la préfecture de la Savoie, du conseil départemental de la Savoie et de l'académie de Savoie. Vous avez également la fontaine des éléphants. Cette fontaine des éléphants, c'est magnifique, hein, vous le voyez, qui est donc dans Chambéry, classé monument historique en 1982, qui s'appelait avant la colonne de Boigne. Elle est aussi surnommée les 400 culs. Oh, c'est cocasse! Les 400 culs, érigés en 1838 en l'honneur du général de Boigne. Donc c'est l'un des plus célèbres monuments de la ville. Hauteur 17,65 m et constitué de 4 éléphants en fonte de fer. Voilà, la fontaine accueille la statue en bronze du général. Voilà, vous voyez, c'est magnifique de nuit. Cette tour. Et puis on continue sur le parc régional de la Chartreuse, alors qu'on va effleurer dans cette journée, mais ce parc général de la Chartreuse, je pense qu'Alexandre Pasteur devra en parler quelques minutes parce qu'il est un petit peu de la région. Mais voilà, ce parc de la Chartreuse, vous avez des stations de ski, mais vous avez également un paysage naturel magnifique avec possibilité, je pense, de faire pas mal de randonnées l'été dans cette région. Et puis on arrive du côté de Saint-Vulbas. Alors à Saint-Vulbas, vous avez un monument important, c'est l'église. L'église du côté de Saint-Vulbas, je le retrouve ici. Qui est donc le tombeau de Saint-Vulbas. Voilà, avec la chapelle, voilà, de Saint-Vulbas. Donc voilà les deux spécialités, on va dire. La chapelle de Marcilleux, construite en pierre, qui date du XIe siècle, restaurée entre 1946 et 1947. Le sarcophage de Saint-Vulbas était dans la chapelle avant d'être transféré
dans l'église. Donc voilà, la chapelle est ici. Et puis il y a une spécialité, hein, toujours notre point un petit peu de nourriture. Voilà, quelques spécialités dans le coin, mais j'avais pas trop d'images, c'était pas très beau. Et puis dans là, en fait, il y a la tarte au sucre. La tarte au sucre, alors vous avez un article du Progrès qui parle un petit peu de l'histoire de la tarte au sucre dans l'Ain, qui s'appelle également les galettes de l'Ain en fait, hein, mais qui ressemble quand même à la tarte au sucre qu'on retrouve dans le nord de la France. C'est très très bon la tarte au sucre. Et donc dans cette région, eh bien parfois elle est sucrée, donc elle ressemble, on va dire, beaucoup à la tarte au sucre classique, et puis des fois on lui rajoute de la crème à cette tarte au sucre dans certains coins de l'Ain. Alors parfois il n'y a que de la crème, il n'y a pas forcément de sucre ajouté, donc voilà, il y a plusieurs recettes dans la région de l'Ain. Alors ça ne paye pas de mine comme ça, hein, le gâteau de sucre, parce que je pense que c'est à peu près même s'il y a des différences, le goût doit être similaire quand même à celui du nord de la France. Ça paye pas de mine, mais c'est très très bon, hein, c'est très très gourmand comme plat. On passe tout de suite à la météo pour cette étape. Météo sur cette journée, météo qui sera défavorable au niveau du vent. Pendant cette étape, le vent sera quasiment tout le temps de face, 3/4 face, mais avec une vitesse entre 15 et 35 km/h qui devrait quand même ralentir les coureurs et surtout ralentir si nous avons potentiellement des échappées. Un soleil qui sera légèrement couvert sur cette étape par rapport au jour précédent, avec des températures qui seront assez similaires à ce qu'on a eu aujourd'hui, enfin ce qu'on a eu hier pour vous, mais pour moi aujourd'hui, entre 20 et 22 degrés. Il ne devrait pas y avoir de pluie malgré les nuages. Le temps devrait rester sec. On passe tout de suite à l'histoire du Tour de France. On regarde tout de suite l'histoire un petit peu du Tour de France. Alors, on part de Saint-Jean-de-Maurienne. Saint-Jean-de-Maurienne, qui est une ville qui a accueilli plusieurs arrivées du Tour de France, et notamment, plusieurs fois le passage du Tour de France. Une seule arrivée. Oui, du côté du Tour de France homme, il y avait une arrivée du côté du Tour de France femme, c'était Jeannie Longo qui l'avait emporté, et c'était un Français également qui l'avait emporté en 2018 avec un certain Romain Bardet. Et c'est sur cette étape-là, en 2015, je ne sais pas si vous vous souvenez, que l'on a pris pour la première fois les lacets de Montvernier, une montée magnifique, et il y avait le col du Glandon également au programme de cette étape, et les lacets du Montvernier qui étaient déjà, les images étaient tout simplement sublimes, et surtout vous aviez cette bagarre Romain Bardet, Pierre Rolland à ce moment-là. Et oui, parce que Romain Bardet était sorti dans le col du Glandon à 35 km de l'arrivée, me semble-t-il, et avait réussi à faire la différence face à Pierre Rolland. Et il y avait eu une grosse bagarre entre les deux sur les lacets du Montvernier, parce que Pierre Rolland, il sentait bien qu'il fallait qu'il pousse pour tenter de revenir. Et il y avait une belle bagarre sur une étape qui était aussi une étape de moyenne montagne. À part ce col du Glandon, on avait beaucoup de côtes de deuxième et troisième catégorie, et ces lacets du Montvernier, moi quand j'avais vu ce lieu-là, j'en étais tombé amoureux, voilà, de cet endroit, parce que c'était vraiment magnifique. Ces lacets du Montvernier, c'était vraiment formidable. Du côté de l'arrivée à Saint-Vulbas, eh bien, on n'a pas d'arrivée du Tour de France qui s'est déroulé là-haut. Par contre, beaucoup d'arrivées du Tour de l'Ain, notamment en 2021, Georg Zimmermann, le coureur d'Intermarché, Stéphane Bissegger en 2019, Nasser Boigny en 2017, parmi les vainqueurs, Nasser Boigny qui avait gagné également l'étape du Dauphiné. Et 2 étapes donc du Tour de l'Ain dans cette commune, donc qui a bien réussi aux nouveaux retraités. On avait eu également une victoire de Jérôme Pinon en 2003 sur le Tour de l'Ain également, de Jimmy Casper, voilà, aussi en 2011 du côté de cette étape. Du côté du Tour de France, le seul passage du Tour de France, c'était c'est cette année, voilà. Jusqu'à maintenant, le Tour de France n'était pas passé dans cette commune de Saint-Vulbas. On passe tout de suite aux coureurs du jour. Alors,
c'est la région d'une concurrente de cyclisme féminin, Marion Boras, coureuse du côté de Saint-Michel, Mavic Aubert 93, 5e de Paris-Roubaix en 2023, qui avait fait également 6e du chrono des nations. C'est une concurrente qui est passée très tardivement au cyclisme professionnel, seulement à 25 ans. Marion Boras, pourtant on la voyait assez régulièrement, notamment sur les chronos des championnats de France, mais elle a mis du temps, voilà, avant de venir sur la route chez les professionnels. Je crois qu'aussi Marion Boras, alors je ne veux pas me rater, Marion Boras, me semble-t-il, fait également, voilà, du cyclisme sur piste. Elle a fait notamment de la poursuite. Voilà, Marion Boras, où elle avait fini vice-championne du monde junior en 2015 et médaillée de bronze en 2022, en 2023 avec l'équipe, avec le par-équipe, avec l'équipe de France. En 2022 avec Victoire Berthaud, Clara Copponi et Valentine Fortin. Et c'était avec Marie Lenette en plus dans cette formation en 2023 du côté de Glasgow. Et puis au championnat d'Europe, bien elle avait remporté l'américaine à Apeldoorn cette année avec Valentine Fortin. Voilà, du côté de Marion Boras. Autre concurrent, autre cycliste connu, personnalité du cyclisme, eh bien, c'est un ancien vainqueur du Tour de France, je vous le disais, Roger Pingeon, vainqueur du Tour de France 1967. Je pense que c'est le vainqueur du Tour de France le plus méconnu de l'histoire, parce qu'il est arrivé après Anquetil, en pleine période Poulidor. Donc c'est un peu passé inaperçu, on va pas se mentir, sa victoire à Roger Pingeon, c'est juste avant la période de domination de Eddy Merckx. En fait, il est entre deux périodes, entre la période Anquetil, la période Poulidor, la période Anquetil, la période Merckx. Donc c'est vrai que ça n'a pas été facile pour Roger Pingeon. Vainqueur du Tour de France 67, qui était un Tour de France atypique, tour par équipe nationale. Et oui, on a eu, alors c'est une époque où le Tour de France se cherche, on a vu des équipes nationales, on était repassé aux équipes de Merckx, et puis en 67, on décide de repasser aux équipes nationales jusqu'en 68. 68 sera la dernière édition où il y a les équipes nationales. Roger Pingeon, à l'époque, fait partie de l'équipe Peugeot et se retrouve dans l'équipe de France. Sauf que dans l'équipe de France, à ce moment-là, il est seul, il n'a pas d'équipier. Parce qu'on a décidé de mettre des équipiers pour Raymond Poulidor. Donc on a mis des équipiers également pour Stimblaski. Et on n'a mis aucun équipier autour de Roger Pingeon. Mais comment il va gagner le Tour de France? En fait, il va prendre une échappée décisive sur l'étape entre Roubaix et Jambes, qui est une étape qui passe par les secteurs pavés. À ce moment-là, il prend 6 minutes sur la plupart des favoris, ne sera jamais rattrapé sur le reste de la course, à part lors de l'étape 8, où il laissera le maillot à Raymond Riotte. Et il sera soutenu en deuxième partie de course par Poulidor pour l'aider dans sa quête. Et puis c'est un Tour 1967 qui est aussi marqué, il faut le rappeler, par la mort de Tom Simpson, qui était en plus coéquipier dans les équipes de marque de Roger Pingeon, car ils étaient chez Peugeot. Et ce qui fait que forcément, c'est un tour c'est une victoire qui est passée complètement inaperçue aujourd'hui. On ne se souvient pas de Roger Pingeon, alors que c'est un vainqueur de Tour de France, vainqueur également de la Vuelta. Roger Pingeon, ça c'était en 1969. Deuxième également du Tour de France 69 derrière Eddy Merckx. Deuxième du Tour de Suisse 72. Deuxième du Dauphiné 1970 également au niveau de son palmarès. Il a participé également au Tour de France. Donc voilà, il a 8 participations. Vainqueur du prix de la combativité des étapes 15 et 18 en 1968, vainqueur de la 9e étape en 69 et 11e en 74, et sur le Tour d'Espagne, donc il a gagné en 69, abandon en 73, maillot jaune,
parce qu'à l'époque, le Tour d'Espagne, c'était le maillot doré, pendant 7 jours. Et sur le Tour d'Italie, il a participé à 2 reprises en 67 et 68 sans grande réussite. Abandon lors de la 20e étape sur le Tour d'Italie 67 et abandon lors du prologue, ce qui est assez rare sur le Tour d'Italie 1968. Qu'est-ce qui s'était passé en 68? Je vais essayer de retrouver, parce que c'est quand même un petit peu cocasse. Oui, il avait mal au dos, tout simplement, et donc il a mal au dos et il quitte le Tour d'Italie et il participera au Tour de France, mais en ayant un petit peu moins de réussite. Il voulait surtout renvoyer l'ascenseur de Poulidor qui l'avait aidé en 67, en 68, mais ça ne marchera pas aussi bien vu que Poulidor sera obligé d'abandonner. Il remportera quand même 2 étapes cette année-là. Voilà, on a fait le tour du cycliste du jour. On passe désormais à la stratégie. On est un petit peu comme sur l'étape de Turin, quoi. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour les baroudeurs, très clairement. En plus, si le vent est défavorable, en plus, à quand même 20-35 km/h, ça va encore moins donner envie à des baroudeurs de partir, surtout que les difficultés sont quand même plutôt en deuxième partie de journée. Donc je crains qu'on n'ait pas d'échappée sur cette étape et qu'on ait un sprint massif à l'arrivée, mais un beau sprint massif avec pas mal de bagarres, surtout que là il y aura encore peu de difficultés techniques dans le final de cette étape. Du côté des favoris, eh bien je mets Jasper Philipsen. Certes, il est tombé lors du premier sprint, mais je pense qu'il aura envie d'aller chercher ce deuxième. Arnaud Delis, qui a été bon lors du premier sprint, qui fait une petite erreur à un moment, il lance pas du bon côté, Arnaud Delis, et il se fait battre par Guilhermet. Alors j'ai pas remis Guilhermet, j'ai mis Sam Bennett, parce que je me dis quand même que je sais toujours pas, du côté d'Intermarché, je me dis, est-ce qu'ils vont réussir 2 fois d'affilée à lancer correctement un sprint? Je suis pas convaincu, donc j'ai mis Sam Bennett du côté de Decathlon, parce qu'on était pas mal quand même du côté de l'équipe Decathlon AG2R, et puis en gros coach, mais Phil Bauhaus, qui lui doit se débrouiller quand même seul, mais qui s'en est plutôt bien sorti à Turin. Donc je me dis, pourquoi pas une deuxième fois du côté du programme télé. Départ fictif à 13h30, Chambéry à 111 km de l'arrivée entre 14h55 et 15h02. La côte du Cheval Blanc, côte de 4e catégorie à 72 km de l'arrivée entre 15h43 et 15h56. Aoste, le sprint intermédiaire à 54 km de l'arrivée entre 16h07 et 16h22 pour une arrivée prévue entre 17h16 et 17h37. Et bien nous on se retrouvera juste après pour faire le débrief en short et en TikTok, et puis 21h, entre 21h et 22h, pour le débrief de ce sprint. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.